Bonjour à tous, nous sommes le 14 janvier 2024. Nous recevons pour la deuxième fois Marie qui va nous faire un rapide résumé de l'épisode précédent pour pouvoir raccrocher les wagons et détailler ce qui lui est arrivé et ce qui lui arrive. Une fois de plus, on répète que toutes les personnes qui se sentiraient mal à l'audition de certains événements ou les mêmes de cette émission, qu'elles arrêtent tout de suite d'écouter. Il y a parfois des déclencheurs qui sont placés dans ces personnes, à leur insu bien sûr, et qui peuvent être cause de problèmes. Voilà, Marie, est-ce que vous pourriez en quelques secondes faire le rapide chronologique de votre existence, et puis je vous laisserai déployer votre expérience sur tel ou tel point qui vous paraît important. Oui, bonjour. Alors, je vais essayer de faire une chronologie. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Donc, j'ai débuté à l'enfance. J'avais un père qui était militaire, qui était électromécanicien pour la marine. Donc, il a travaillé sur des porte-avions et des sous-marins. Il a fait donc plusieurs fois le tour de la Terre et il a lui-même été médicamenté, très probablement, pour tenir bon pendant ces missions qui duraient plusieurs mois dans ces circonstances. Il était lui-même très intéressé par le paranormal et l'ufologie. Je l'ai découvert en fait parce que j'ai hérité ces livres de Jacques Bergier et il est mort à 36 ans. Donc, ce père, je ne l'ai pas beaucoup connu évidemment. Il est mort, j'étais un bébé. Ensuite, bon, j'ai grandi, etc. Et puis, j'ai vécu en région parisienne et en région PACA. Et en 2007, je me retrouve en Charente, donc dans l'ambiance que j'avais décrite dans la première interview, hein, une ambiance franc-maçonne très très claire et très prégnante, qui est délétère pour toute la vie sociale et économique du citoyen lambda. En 2008, j'ai des rêves qui ne sont pas de moi, c'est-à-dire des rêves qui sont projetés dans mon crâne. Et en vision, en pré-sommeil, je vois donc des petits gris, deux petits gris, des extraterrestres, on peut dire, qui installent un dispositif dans ma bouche. Alors évidemment, c'est dans un état second, donc je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire de spécial. Et à l'époque, je ne sais pas si c'est bien ou mal, j'y connais rien du tout en ufologie, et je n'en sais rien de particulier, je n'ai pas de symptômes particuliers. En 2009, je tombe assez gravement malade au stade 2 de la maladie de Lyme, sur un terrain d'intoxication aux métaux lourds, et je traîne donc un épuisement qui va s'installer continuellement dans mon quotidien à partir de là. Et jusqu'à maintenant, je gère cet épuisement au jour le jour, en fait. Je fais du mieux que je peux. En 2012, je choisis, entre guillemets, parce que je pense qu'en réalité, j'ai été totalement programmée et conditionnée à devenir végane pendant 1 an et demi. Là, je suis influencée par plusieurs facteurs sociaux, amicaux, des films, peut-être de la psychotronique, etc., qui va contribuer à diminuer mon taux de vitamine B12 et à affaiblir mon système immunitaire, ainsi que la qualité de mes os, notamment au niveau du crâne, et c'est probablement pour que les ondes passent mieux. Moi, c'est ce que je me dis aujourd'hui. Euh, et je pense que c'est aussi pour cela qu'on peut nous faire de façon globale manger moins, voire plus du tout de viande, c'est-à-dire pour devenir d'une part comme des tigris et pour affaiblir notre matériel génétique et nos os, particulièrement au niveau du crâne, entre autres, par rapport aux ondes, pour que nous soyons tous plus ou moins sensibles à ces ondes et que ce soit encore plus facile de nous impacter avec les ondes. En 2014, avec le soutien d'une association d'aide aux victimes, je fais un courrier au procureur de la République pour dénoncer l'inceste par mon frère et des abus sexuels par le fils de ma nourrice.
qui était à mon père. J'espère aider d'autres victimes à dénoncer les faits par ce biais. Je sais par ailleurs, puisque je l'ai dénoncé auparavant à ma famille paternelle, de cet inceste, en réalité, il y a eu plusieurs autres personnes de ma famille qui en sont victimes. J'ai bien conscience en fait qu'on est nombreux dans ma famille, mais aussi parmi les enfants qui ont été accueillis dans ma famille, puisque ma grand-mère était famille d'accueil de la DAS, elle-même ayant été une enfant de cette institution. En 2015, je vis une rencontre affective, on va dire, qui tourne mal, puis un travail d'hypnose et régressive, pardon, ésotérique. Je deviens canal jusqu'en 2017. Attendez, 2017. Marie, vous pouvez nous expliquer aux auditeurs ce que vous entendez par canal? Alors, être canal, c'est tout simplement euh, quand une personne ne peut pas entrer en hypnose elle-même, elle peut avoir quelqu'un qui le fait à sa place et qui voit à sa place, qui parle à sa place, qui décrit en fait ce qu'elle voit. Et en fait, c'est quelque chose d'assez simple, qui se fait en fait spontanément. Et C'est donc, ça. en étant canal, on entre, si vous voulez, dans un petit peu le monde psychique et énergétique d'une personne. Est-ce qu'on peut de nouveau faire une toute petite pause? Vous n'êtes pas la seule à témoigner du fait que des enfants qui ont été violentés, c'est-à-dire incestués, voire pire, un certain nombre d'enfants ont des fonctions paranormales, c'est-à-dire que leur cerveau fonctionne d'une autre manière que les enfants dits normaux. Dans votre cas, un certain nombre de conditions sont remplies et ces fonctions paranormales, on peut y croire ou ne pas y croire, mais enfin sont rapportées par de nombreux témoins autres que vous. Tout à fait. Donc, c'est des perceptions psychiques que j'ai depuis toujours, enfin, depuis que je suis petite, et qui, comment dire, se sont développées au fil de ma propre évolution, en fait. Mais au jour d'aujourd'hui, enfin aujourd'hui tout simplement, je l'écoute pour avoir une vie un peu plus calme. Sinon, c'est parfois très difficile. Je peux vous demander de parler un petit peu plus fort? Oui, donc vous voulez que je reprenne où? Non, 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 enfin 2015, votre rencontre qui tourne mal. D'accord. Et puis, je finis par devenir canal, en fait, pour cette hypnothérapeute. Et jusqu'en 2017, où j'ai une attaque psychique. Moi, j'en reparlerai peut-être dans la partie suivante. Fin 2017, je suis affectée dans une autre ville, qui est une ville proche, parce que ma directrice, qui est franc-maçonne, ne veut plus me voir sur le collège à la suite des démarches que j'ai faites au prud'homme. Et avec le collectif d'auxiliaires de vie scolaire dont je fais partie, donc, ils ne peuvent pas me mettre à la porte, mais l'éducation nationale décide de m'affecter dans une école primaire, dans une ville à côté, car je n'ai pas de véhicule. Je finis donc par déménager dans cette ville qui est plus petite, mais où il y a la plus grosse entreprise qui travaille pour l'armée. Alors, je ne vais pas donner de nom, mais bon, c'est facile à trouver. 2018, sur mon lieu de travail, je ne sens plus la partie gauche de mon corps. Le gros Wi-Fi de la mairie m'irradie tout le temps sur la gauche. Et mes collègues, paniqués, appellent le SAMU. L'hôpital me fait faire une IRM durant laquelle je suis au bord de l'évanouissement. Je crie pour que ça s'arrête. J'ai à la fois une crise de claustrophobie et les rayonnements m'assomment et me torturent pendant l'IRM. Les résultats de l'IRM, je ne les connais pas car ils m'ont juste dit de me faire accompagner pour un travail psychologique. Est-ce qu'on peut de nouveau faire une petite pause ici? Vous avez la sensation, je pense, d'avoir été implanté. Euh, il est bien évident que les intenses champs magnétiques des IRM, et vous n'êtes pas la seule à le décrire, chez les gens implantés peuvent déclencher des choses tout à fait anormales. Ce qui est anormal également, c'est que vous n'ayez pas le document de compte-rendu de cet IRM. À votre place, je l'exigerai. Bien entendu, je peux vous donner un résultat tout à fait banalisé, si vous voulez. Je vous écoute. Oui, on m'a donné en fait un DVD, hein, un DVD, mais qui se lit avec un logiciel spécifique, évidemment, que je n'ai pas. Oui, Et mais donc, enfin, c'est très gentil de vous donner un DVD et un logiciel, mais normalement,
le patient devrait facilement avoir accès au compte-rendu de l'interprétation de cet IRM. D'accord. Alors ça, effectivement, je ne l'ai pas demandé, mais... Il faudrait l'exiger. Il ne faut pas le demander, il faut l'exiger. Mhm. Voilà, continuez. Alors, en 2019, au mois de juillet, donc, je reçois la fameuse grosse somme à la suite de la démarche des prud'hommes. Et en septembre, je tombe malade à cause des ondes, brutalement. Je deviens électro-hypersensible et je ne peux plus travailler, ni vivre chez moi, ni prendre de transport en commun. Ensuite, en 2020, je déménage hors de la Charente, dans un petit village, pour fuir les ondes avec mon fils. Vous m'entendez toujours bien? Très bien. Là, je pense avoir trouvé un refuge, mais les antennes vont pousser après notre installation et les voisins vont devenir progressivement encore plus connectés. Donc actuellement, je cherche toujours à partir, mais je ne sais pas où. En fait. C'est le même problème pour beaucoup d'électro-hypersensibles. Alors, je pense être implantée à la tête et avoir été implantée au niveau de la mâchoire et de l'ovaire droit. Je sais qu'ils profitent des états modifiés de conscience avec des technologies militaires et autres très avancées pour implanter. Et c'est aussi pour cela que les états modifiés de conscience sont très à la mode depuis quelques années. Pour moi, c'est de la programmation sociale. J'ai eu aussi une vie sociale, associative et amicale qui a fondu comme neige au soleil en quelques années, bien avant le Covidisme. Et dans la première interview, j'avais oublié de dire que la directrice de l'école primaire de mon fils, elle aussi franc-maçonne, avait fait un courrier à la MDPH pour démonter ma demande d'aide scolaire pour mon fils qui en avait besoin. J'ai finalement obtenu cette aide en changeant d'école. Et comme beaucoup, je suis aussi par période attaquée la nuit par des entités, donc je dois très régulièrement me faire nettoyer énergétiquement. Alors je vais revenir peut-être plus sur les implantations elles-mêmes. Au niveau de la bouche, euh, ça a commencé donc à l'adolescence, j'ai eu des soins dans une école de dentisterie à Puteaux. J'ai eu 8 plombages et une couronne. Et en plus de cela, j'avais des outils de dentiste qui étaient cassés, qui ont été oubliés et coincés dans mes racines dentaires de chaque côté de la mâchoire, des morceaux en titane. J'ai eu donc des douleurs dentaires régulières à partir de 2004. Donc là, je commence un petit peu à identifier pour moi le problème avec les ondes. Et il y a eu une intervention des, entre guillemets, petits gris qui ont mis le dispositif dans ma mâchoire en 2008. Fin 2019, je démarre un processus de retrait des amalgames dentaires, de la couronne et des morceaux de titane coincés dans mes racines dentaires grâce à ma super dentiste. Il n'y en a pas beaucoup, donc il faut les saluer quand c'est le cas. En 2020, je vois une énergéticienne qui est spécialiste des implants éthériques en Dordogne et qui travaille sur les corps énergétiques et qui n'a pas peur des extraterrestres. Elle me retire un dispositif au niveau du crâne et de la mâchoire et me dit que j'ai bien travaillé sur ma blessure d'inceste, car elle est très très réduite. Ça, c'est pour ce qui concerne la bouche. Alors, la partie sur l'ovaire droit, on la verra dans un autre temps. Et je prends maintenant au niveau du crâne. Alors, j'ai une zone du crâne qui est très réactive et qui est presque continuellement douloureuse en fonction de mon exposition au champ électromagnétique et, à mon avis, elle implante une mauvaise. Je pense qu'il date de la période où je vivais du harcèlement moral au travail. Donc, lorsque je travaillais à la mairie en Charente, dans le bureau de ma supérieure hiérarchique à la mairie, alors qu'elle était en train de corriger mon travail, là, j'ai eu une vision. C'est un être trapu et terriblement costaud, de type guerrier, qui m'a fracassé le crâne avec une hache. À l'époque, mon psychologue me disait qu'il s'agissait d'une hallucination, mais pour moi, une vision. Attendez, on n'a pas bien entendu. Il s'agissait de... Alors, mon psychologue, à l'époque, me disait qu'il s'agissait d'hallucinations. Mhm. Oui, Une vision. Ce coup de hache est exactement la zone douloureuse que j'ai aujourd'hui depuis plusieurs années. Et le psychologue de l'époque
qui était dans une relation de séduction très ambiguë et que j'ai dénoncé à l'Ordre des psychologues en 2008, m'avait fait faire un autoportrait sous le prétexte d'art-thérapie. Puis, il m'avait demandé en échange de lui confier le dit autoportrait. Aujourd'hui, je me demande s'il ne l'a pas utilisé pour de la magie noire ou avec des frères de loge. Et je n'ai jamais eu de nouvelles de l'Ordre des psychologues au sujet de ma dénonciation. Alors, une petite pause. Une victime qui a témoigné récemment, Zoritsa, a vécu quasiment la même chose avec un psychologue, une relation, on va dire, de type très sexualisé et de contrôle. Donc, on voit que c'est quelque chose qui n'est peut-être pas courant, mais qui semble pas non plus être exceptionnel dans le milieu thérapeutique psychologique. Je vous écoute. Alors, je continue peut-être sur les technologies utilisées. J'en ai repéré une particulière. Il s'agit de mon ordinateur qui a été acheté dans le cadre d'une fondation. Donc, je n'ai pas acheté moi-même mon ordinateur sur lequel je suis en contact avec vous actuellement. C'est une fondation qui est présidée par des personnalités haut placées, dont le nom commence par bolognaise et finit par Midi, qui soi-disant est là pour aider les personnes ayant vécu des accidents de vie en leur accordant un coup de pouce financier dans le cadre de leur projet professionnel. Je voulais passer le concours de professeur des écoles et donc je souhaitais acheter un ordinateur seconde main pour préparer ce concours. Pour mes interlocuteurs de cette fondation, il n'en était pas question. Il fallait aller chez un vendeur choisi par eux et le matériel était aussi choisi par eux. C'est là où je me dis aujourd'hui, il s'agissait certainement là aussi de frères, hein, d'une même loge, de loges qui se soutenaient mutuellement, du matériel aussi qui permet d'ajouter des champs électromagnétiques bien impactants pour le corps avec leur technologie. Voilà. Je me pose des questions parce que une amie électro-hypersensible m'a dit qu'elle pensait que je l'étais devenue à cause de cet ordi particulièrement. Donc, il émane en fait extrêmement fortement malgré le fait que j'ai fait retirer la carte Wi-Fi et qu'il est mis à la terre par un câble spécifique. Donc finalement, cette fondation a payé un Asus portable ainsi qu'une imprimante qui ont coûté beaucoup plus cher que ce que moi-même j'avais budgété de mon côté. C'est ça. Petite pause également. Toutes ces associations de bienfaisance, on va dire de l'aide à l'enfance, de l'aide à ceci, de l'aide à cela, sont souvent farcies de personnes qui ne veulent absolument pas aider les enfants ni les personnes en difficulté, mais qui veulent surtout les contrôler. Bon, tout sait qu'il y a des scandales à l'UNICEF, qu'il y a eu des scandales dans des associations de défense de l'enfance qui étaient farcies de pédophiles. Donc, il ne serait pas étonnant que cette association de bienfaisance ne soit pas si bienfaisante que ça, ce n'est pas étonnant. Tout à fait. J'ai ouvert les yeux quand j'ai regardé le conseil d'administration de cette fondation il y a peu de temps. J'ai réalisé cela. Alors, sur la partie harcèlement, encore aujourd'hui, j'ai aussi réalisé en fouillant un petit peu, mais aussi surtout parce que une personne électro-hypersensible m'a dit que je faisais l'objet de harcèlement. Et moi-même, je n'en avais pas conscience. Euh, il s'agit du maire du petit village dans lequel je vis actuellement. Donc, il a fait déjà j'ai eu plusieurs altercations avec lui, dont une, par exemple, avec le courrier que moi j'ai dû faire par rapport au compteur Linky en 2021 pour expliquer qu'en tant qu'électro-hypersensible, je ne pouvais pas accepter un compteur Linky chez moi. Donc, à l'époque, la procédure faisait qu'il fallait aussi prévenir le maire de sa commune. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus nécessaire, mais à l'époque, c'était demandé. Euh, et là, j'ai reçu une réponse de la part du maire, une réponse extrêmement rageuse, euh, disant que c'était illégal parce que c'était obligatoire, etc., que je n'avais pas à changer quoi que ce soit à ce sujet, etc. Et ça m'a surprise, étant donné que j'ai déjà fait par ailleurs ces courriers en n'étant moi-même pas EHS, mais simplement parce que je ne pouvais Oui, pas à l'époque. EHS, on précise que c'est électrosensible. Tout à fait. Ce maire appartient au même groupe philosophique que celui précédemment nommé, à votre avis? Alors, je n'en serais pas surprise.
Mhm. Là, Moi non par contre, plus. je n'ai aucune idée parce que je n'ai aucune preuve de ça, mais je n'en serais pas surprise. D'accord. Mais ce qui m'avait surpris, c'est que les maires des villes où je vivais auparavant, quand j'avais fait ces lettres, avaient eu soit pas de réponse, soit des réponses tout à fait pondérées. Mhm. Donc c'est ça qui m'a vraiment surprise cette fois, de la part d'un maire d'un petit village. Enfin, ensuite, lorsque je n'ai pas pu dormir chez moi en 2021 pendant 4 mois du fait du véhicule de ma voisine, parce qu'en fait, je vous explique, le véhicule de ma voisine comportait un GPS satellitaire ou bien un antivol satellitaire. Enfin, je ne sais pas exactement, mais un dispositif qui pour moi était insupportable. Et là, j'ai quand même eu l'audace de faire un courrier, mais extrêmement circonstancié, extrêmement poli, pour lui demander de déplacer son véhicule de l'autre côté du bâtiment afin que ce dernier fasse paravent aux ondes et que je puisse dormir chez moi. Donc à l'époque, j'étais obligée de dormir chez une amie électrique sensible dans le nord du département avec mon fils. Bref, c'était une vie compliquée. Et donc dans ce courrier, j'avais vraiment mis les formes pour être la plus polie, pardon, possible. Eh bien, la réaction, ça a été de recevoir une convocation de la part de ce maire. Alors normalement, une convocation par un maire, c'est pour un rappel à la loi pour des actes de petite délinquance. Donc j'étais estomaquée, j'étais choquée en fait, et euh, et donc j'ai répondu que j'étais en rien une délinquante en envoyant une copie du courrier en question et en demandant ce qu'on me reprochait exactement et en expliquant que si j'avais pu offenser d'une quelconque façon ma voisine, je m'en excusais. D'ailleurs, dans ma lettre, déjà, je m'excusais très platement de presque de vivre, quoi. Bref, donc le harcèlement, effectivement, était encore là d'une façon ou d'une autre. Mhm. Par Ici, contre, à ce stade, on sent quand même le harcèlement administratif. On sent qu'on vous pousse à faire des actes qui vont vous amener en psychiatrie policière, parce que ça se fait beaucoup, contrairement à ce que certains voudraient faire croire. Euh, la menace d'une colocation n'a jamais été prononcée à votre égard? non, je n'ai pas entendu ce genre De de menace, c'est non, ça? Non, d'accord. Enfin, on nous a quand même incité à aller, après l'IRM, à aller consulter un psychiatre. Il y avait un tout petit à fait. chemin, il y avait un petit chemin quand même qui se traçait là. Oui, 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 absolument. Continue. Je, je pense que là, je vais devoir aborder le gros morceau concernant l'ovaire droit. Oui. Lésion. Il y a pas de problème. On va faire une deuxième session, si j'ose dire, là-dessus spécialement. Mais avant d'aborder ce problème-là qui fera l'objet d'une interview à lui tout seul, euh, vous avez une idée du pourquoi on vous pourchasse? Alors, oui, enfin, j'avais des idées, maintenant, j'ai aucune certitude. J'ai pensé que c'était parce que j'avais une vie associative assez riche, assez engagée, et aussi du fait que j'avais défendu le droit de choisir son accouchement. J'avais eu les renseignements généraux qui étaient venus me questionner parce que je participais à des manifestations et que Ah j'avais fait un bon? Ah documentaire bon? Bon, oui, à ce sujet. c'est Donc, incroyable. ben oui, je pensais pas que le fait de choisir son accouchement allait faire venir les renseignements généraux. Oui, mais ça montre que les renseignements généraux étaient déjà à vos basques à ce moment-là, parce que sinon, ils ne l'auraient pas fait. Donc, C'est en 2017. oui, ça remonte quand même assez loin. Donc, je pense que votre ciblage a peut-être à voir avec votre environnement familial pour lequel il y a quand même une espèce de trou noir d'inceste, de violence, de départ de votre père très jeune. Votre mère est morte jeune également, multicancéreuse. Euh, il y a là des choses un peu étonnantes pour moi vues de l'extérieur et reste persuadé que vous avez été ciblé depuis très longtemps. Oui, c'est tout à fait probable. C'est difficile pour moi de m'en rendre compte parce que c'est difficile de s'extraire de soi-même pour vérifier les choses, mais Mhm.
peut-être le fait d'être orpheline et du coup d'être assez isolée, ça favorise, euh, ça favorise leur projet, certainement aussi. Je pense que là, il n'y a pas de doute, la sélection des individus sur leur fragilité, et de préférence des fragilités sociales et psychologiques, est tout à fait claire. Choisir des individus qui sont déjà, par exemple, victimes d'épilepsie ou qui ont déjà eu des petits problèmes de type psychologique, on va dire, c'est parfait pour eux puisque ça permettra de déguiser les attaques sous le couvert de problèmes affectant le patient d'une manière, entre guillemets, habituelle. Donc, vous étiez à mains égards déjà une cible. Et je reste persuadé que dans votre enfance, il y a eu des personnes qui ont décidé que vous seriez une victime. Alors, ça, évidemment, on revient toujours au problème du satanisme transgénérationnel. Alors, on y croit ou on n'y croit pas, mais on voit, on voit chez vous un certain nombre de pointillés, de points qu'on peut relier par des fils conducteurs. La franc-maçonnerie, quand même, vous accompagne, à mon avis, depuis le début de votre traumatisme d'enfance incestueux, puisque ça venait de là aussi, et puis ça vous a accompagné à peu près tout le temps. Donc, on voit que la franc-maçonnerie, je dirais noire, hein, soyons clairs, dans tous ces groupes maçonniques ou chez les juifs également, vous avez des gens tout à fait honnêtes qui servent de fronton à quelque chose qui l'est beaucoup moins. Savoir que ben, les mauvais dans ces deux groupes que je viens de citer connaissent les bons, mais les bons ne connaissent pas les mauvais. Mais dans votre cas, je ne vois pas d'autres fils conducteurs, et je crois que ce qui les a intéressés également sont vos possibilités paranormales. Est-ce que vous adhérez à ce résumé, cette vision? Oui, c'est vrai que, alors moi, je viens pas d'une famille à proprement parler sataniste ou franc-maçonne, mais il est vrai que j'ai un oncle qui est franc-maçon, enfin qui l'a été. Et quand j'ai osé dénoncer en fait l'inceste à ma famille paternelle, donc j'ai fait par courrier cette dénonciation à mes oncles, tantes, cousins et cousines. Euh, c'est celui qui a eu la réaction la plus dégueulasse, parce que j'ai pas d'autre mot en fait, qui m'a carrément fait peur en fait. Et aujourd'hui, je suis très contente de plus avoir aucun contact avec cette personne, c'est sûr. D'autres Mhm. personnes sont restées dans le déni ou même dans l'envie de me museler, hein, c'est sûr. Mais je pense que c'est lié à la violence comment dire, de l'inceste lui-même, quoi. Et il y en a qui ont été très émus, d'autres qui ont été indifférents, de la même façon que dans la vie civile, je veux dire, il y a de tout. Il y a ceux qui sont capables d'avoir de l'empathie, effectivement, pour les victimes d'inceste. Et puis, il y en a d'autres qui sont dans cette incapacité parce que c'est trop violent pour eux de l'accepter. Malheureusement, encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, entre inceste et fragmentation mentale, il y a plus que des ponts, ce sont de véritables tronçons. C'est même des méthodes de fragmentation mentale que l'inceste, puisque c'est un viol hyper violent. Il n'est pas étonnant que les personnes se réfugient dans le déni ou même dans la fragmentation, c'est-à-dire des barrières amnésiques qui leur permettent de survivre à ce traumatisme. Voilà. Marie, je vous propose qu'on arrête là pour cette deuxième partie, qu'on reprenne une partie plus encore particulière à vous dans un troisième tome. D'accord, très bien. À tout de suite. À tout de suite.